1968, Sympathy for the Devil, interprété par les Rolling Stones. J'attendais avec impatience d'y arriver. J'ai même eu à plusieurs reprises envie de briser la chronologie et de commencer par cette année. Pas à cause des événements qui me sont passés totalement au-dessus. J'y ai assisté, très modérément participé. Il est même possible que je leur doive mon premier chagrin d'amour. Pourtant, le mois de cette année devenu sacré pour moi n'est pas mai, c'est décembre. Mais il y a eu d'autres mois auparavant, ainsi qu'une question qu'on ne peut manquer de se poser. Dans toute cette liste de succès, il n'y a aucun titre des Beatles. Pourtant, 1968, c'est l'année du double album blanc. Et l'année précédente n'était pas celle de Sgt Pepper. Et Lucy in the Sky ou A Day in the Life, ou même Lovely Rita ou When I'm 64, ne sont-ils pas de meilleurs morceaux que le tube planétaire mais simpliste de Sonny & Cher que j'ai choisi pour 1967 ? C'est qu'à cette époque, on ne connaissait pas encore le triste ni inventé par un président de la République en mal de formule. Quant au et générateur de tous les hypocrites reculs que nous connaissons aujourd'hui, on n'y pensait même pas. La vérité était dans le ou, strictement exclusif, et mentalement, voire parfois physiquement, agressif. On était de droite ou de gauche, Glenn ou Gagarine, mode ou rocker, Beatles ou Stones. J'étais Stones, avec passion et mauvaise foi, depuis un soir que je n'oublie pas. Il y a peut-être une autre explication à mon manque d'enthousiasme pour les Beatles. L'année précédente, quand j'étais en troisième, notre professeur de musique, M. Ouzouneuf, voulut se montrer moderne et nous fit chanter Michel au lieu de nous faire une dictée musicale. L'idée était louable, mais le résultat fut déplorable. Imaginez 40 adolescents en train de beugler, probablement pas très juste, cette ballade délicate. Il y a de quoi vous faire détester les Beatles. Je reviens donc aux Rolling Stones. C'était en mai ou en juin, probablement, un mercredi. Je regardais avec mes parents une émission intitulée « Âge tendre et tête de bois », émission de variété présentée par Albert Resner. Tout y était propre, la télévision était alors un service public, il convenait de ne choquer personne. Propre les chanteurs, le décor, le langage, jusqu'à l'harmonica du présentateur qui, lorsque celui-ci en jouait, et il ne manquait jamais de le faire, semblait immunisé contre les bactéries normalement véhiculées par la salive. Est-ce depuis lors que je déteste l'harmonica chromatique ? Je regardais cependant cette émission, car après 55 minutes de yéyé et de parlotte bien pensante, on avait parfois droit à une chanson en anglais. Et puis, ce soir-là, ils ont déboulé et tout bousculé. Cheveux interminables, immenses lunettes noires, maquillages outranciers, face peinturlurée, grimaçant, déguisé, excessif, inadmissible pour n'importe quel adulte normalement constitué, les Rolling Stones chantaient Jumping Jack Flash. Mais il y a eu d'autres mois auparavant. J'étais en seconde. On dirait aujourd'hui que je venais de passer du collège au lycée, mais à cette époque ce n'était pas le cas. Pour les élèves qui savaient, en ce qui me concerne, il est plus exact d'écrire dont les parents savaient, que leurs études les conduiraient au moins jusqu'au bac, le lycée commençait dès la 6e. Toujours est-il que j'étais en seconde. Scientifique. D pour les amateurs de précision, l'ancienne Sciencex, qui n'a plus d'équivalent. On s'y préparait officiellement à être médecin ou, dans mon cas, vétérinaire. J'aime les animaux, on l'a compris, et je voulais les soigner. Mais c'était sans compter sur un certain nombre de conditions que je n'étais pas prêt à remplir. D'abord, je n'avais pas le courage de travailler des matières que je n'aimais pas et pour lesquelles le moins que je puisse dire est que je n'étais pas doué, physique et chimie. Ensuite, je refusais de me livrer à des expériences que je jugeais inutilement cruelles,
un de mes premiers actes de rébellion a consisté à quitter le cours de sciences naturelles quand le professeur nous a demandé de soumettre des grenouilles vivantes à des décharges électriques. Enfin, je découvris un jour que le vétérinaire ne guérissait pas toujours. Parfois, il lui fallait au contraire euthanasier les animaux malades. Ce fut donc une année scolairement désastreuse et je ne dois mon passage en classe supérieure qu'au fameux événement, dont une des conséquences a été la totale mansuétude des professeurs qui ont exonéré les cancres du châtiment auquel les vouait leur incompétence. Dans toutes les matières, à l'exception des langues, je ne vois que des classements honteux. 21e, 27e, 28e, 30e, 34e, sur 39. Ai-je si modérément participé aux événements ? Je n'ai pas manifesté, je ne suis intervenu dans aucune AG, je n'ai pas occupé mon lycée, mon papa et ma maman ne me l'auraient pas permis. Ai-je déjà eu l'occasion de préciser que mes parents n'étaient pas ce qu'on appelle communément des gens de gauche ? Si c'est à eux que je dois ce qui suit, je n'en suis fier ni pour eux, ni pour moi. Je n'ai, on l'a compris, aucun souvenir de barricade à raconter. En revanche, j'ai alors possédé la seule carte politique qui ait jamais souillé ma poche. Puisque tous mes camarades de classe se disaient, se proclamaient, se beuglaient, de gauche, contestataires, révolutionnaires, ma façon de me singulariser consista à m'affilier au mouvement des jeunes gaullistes, je crois que ça s'appelait ainsi. Il n'y avait aucune cotisation à payer, et je l'ai fait avec 2 copains dont je pourrais ici révéler les noms, mais je ne suis pas une balance. Mon engagement a duré 1 mois. Cette même année, j'ai fait, en espagnol, un exposé très documenté, suivant un plan rigoureux, enrichi d'illustrations, qui se prolongea sur 2 cours entiers, et pour lequel le professeur, quoi qu'il pensât du contenu, a bien été obligé de me donner une excellente note, vantant les talents politiques de Franco. À nouveau, il s'agissait d'aller contre ce que mes camarades affirmaient, à corps et à cri, sans prendre le temps, le soin d'étayer leurs propos autrement que par des vociférations péremptoires. J'ai probablement eu la chance par la suite d'avoir des camarades de droite, ou de fréquenter des gens qui m'ont fait voir le monde avec un autre regard que celui auquel m'avaient accoutumé mes parents. Certains auditeurs se souviennent, ou ont entendu parler, du printemps de Prague. Lorsque les chars soviétiques sont entrés dans la capitale tchèque pour mettre fin à cette plaisanterie, je prends ici ce terme dans le sens que lui donne Milan Kundera, j'étais en vacances en Bretagne, chez les meilleurs amis de mes parents, tous 2 instituteurs et, ce qui est plus étrange en tant qu'amis de mes parents, tous 2 socialistes. Ce matin-là, Denise est entrée dans ma chambre. Si j'écrivais un roman, je ne manquerais pas de la décrire et préciserais qu'elle était échevelée et que des larmes coulaient sur son visage, mais je dois à la vérité de confesser que je n'ai aucun souvenir de son apparence physique à ce moment. Ce qui m'est resté, c'est le ton catastrophé sur lequel elle m'a annoncé que ces cons ont tout foutu en l'air. Ensuite, il a fallu que Maurice et elle m'expliquent, lentement, en partant du début. J'ai cru me sentir, sur le moment, indifférent à ce qu'ils me racontaient, mais je sais qu'il n'en était rien, puisque je me le rappelle parfaitement aujourd'hui, et que cette conversation, et d'autres que j'ai eues avec eux durant ces vacances, m'ont conduit à considérer la vie, la politique, l'histoire, le monde, et moi, avec recul et tolérance, avec espoir et intransigeance. Il serait temps, enfin, de parler du succès que j'ai dit de l'année, mais il me reste encore à faire le récit d'un grand chagrin d'amour. Oh, pas certes le premier, surtout pas le dernier, mais bien le premier grand. Qu'avait-elle de plus que les autres, Anne ? Ne posez jamais cette question à un amoureux. Elle était Anne. Elle était arrivée dans ma classe en 4e et j'étais devenu fou d'elle. Comment le lui montrais-je ? Je ne le lui montrais pas. J'avais juste été capable un jour de lui voler une photo d'identité que j'avais insérée dans un porte-clés
on en faisait collection à l'époque, et que j'embrassais dès que j'en avais le temps. Tout le monde dans la classe me savait amoureux parce que j'aimais laisser circuler ce bruit, qui me donnait un semblant d'existence. Mais à elle, je ne le disais pas. À elle, je ne le montrais pas. Timide, complexé, maladroit, j'étais incapable de dire simplement ce qui m'arrivait et usais de subterfuges ridicules pour approcher ma proie. Jamais métaphore ne fut plus inappropriée. Elle veut faire de moi un fauve altier guettant l'élégante et fragile gazelle, alors que je n'étais qu'un pauvre petit con d'ado souffrant et boutonneux. Un subterfuge en voici un. Les élèves catholiques, à l'époque il y en avait une bonne proportion, les élèves catholiques du lycée faisaient leur communion solennelle à la fin de la 6e, et pour les y préparer, l'aumônier, j'ai évoqué dans le chapitre précédent la présence d'une aumônerie au lycée, organisait une retraite de 2 jours dans un domaine situé dans la banlieue ouest de Paris. Cette année-là, Anne avait quitté l'établissement, mais son jeune frère était entré en 6e. Donc, il ferait sa communion en mai. Donc, il irait passer 2 jours à Poissy. Donc, j'eus l'idée de tourner un film documentaire sur cette retraite. En assistant à sa projection, Anne serait conquise par mon talent, séduite par mes dons artistiques. Elle verrait donc en moi un autre Christian. Elle répondrait donc enfin à mon amour. Les choses, bien entendu, ne se sont pas passées comme je l'espérais. Anne est venue. C'est à cette occasion que maman m'a demandé si c'était bien elle, cette déesse à l'air pincé. Elle a vu. Je n'ai pas vaincu son indifférence. Quelques jours plus tard, de retour d'un cours de gym au stade Léo-Lagrange, c'est moi qui l'ai vue. Je disais, au début de ce chapitre, que je devais mon premier chagrin d'amour à mai 68. C'est probablement parce que, en raison des blocages et des grèves, elle n'avait pas cours, qu'elle était là, en semaine, dans la rue, et non au lycée. Elle n'était pas seule. Elle se faisait embrasser à pleine bouche par un garçon que j'ai complètement oublié, mais dont j'ai retenu le nom, pas même le prénom. Riffaut. Pendant longtemps, par l'effet d'une antonomase qui n'appartient qu'à moi, j'ai enrichi mon lexique d'un substantif visqueux que j'étais seul à employer. Un Riffaut, c'était un con, une ordure, un sale type. Et somme toute, une seule consonne sépare le Riffaut du ribot. Pour clore ce paragraphe, comment ? Cet amour de plus de 3 ans n'occuperait donc qu'un paragraphe dans ma biographie ? J'évoquerai notre dernière rencontre. Nous approchons de la fin de l'année, et donc du mois de décembre, où j'ai entendu le succès dont je vais enfin pouvoir parler. J'ai prévu d'aller au cinéma à Paris avec Christian Baudouin et Michel Cao, mes 2 grands amis d'alors. Le film, c'est Roméo et Juliette, version Zeffirelli. Ce serait tellement bien, ce serait tellement doux qu'Anne accepte d'y venir avec nous. Je convainc Michel de m'accompagner chez elle pour l'inviter. Jamais je n'oserais y aller seul. La scène ne mérite pas d'être contée. J'ai juste retenu la dernière phrase qu'elle médite, ointe d'une infinie lassitude. Vous avez de la suite dans les idées. Elle incluait Michel dans sa remarque, pour l'adoucir peut-être, ou parce que pour elle nous étions 2 gamins ennuyeux, mais au fond, à peine plus qu'une mouche en été qu'on écarte d'un revers nonchalant de la main. En relisant ce paragraphe, j'ai honte de sa médiocrité, de sa platitude. Mon amour de jeunesse, c'est ça ? Ma vie, c'est ça ? J'ai beau me fendre de quelques effets de style, glisser quelques remarques censées mettre en lumière mon intelligence et mon esprit d'analyse, cela ne suffit pas à créer le moindre relief. Quoi qu'il m'en coûte de l'avouer, j'ai vécu une vie affreusement banale. Et il est peu probable que les quelques années qu'il me reste à passer sur Terre rendent caduque cette constatation. Pour l'heure,
je voudrais en arriver enfin au succès de l'année. Quand on aimait le rock en 1968, on pouvait s'en empiffrer plus de 3 heures durant, tous les soirs, à l'exception des fins de semaine, et encore, il y avait parfois le dimanche après-midi, Musicorama. On commençait avec Jean-Bernard Hébet sur RTL, il me semble que l'émission s'appelait Poste restante. Ce que je suis sûr de me rappeler, c'est une image employée par le présentateur. La jeunesse est semblable à une savonnette. Plus on tente de la serrer entre ses mains, plus elle glisse et nous échappe. On enchaînait, 1 heure plus tard, avec Campus, de Michel Lancelot sur Europe 1, et le Pop Club de José Arthur nous emmenait jusqu'à minuit. J'écoutais tout cela sur un petit transistor vert et joufflu, devant lequel j'avais placé un micro, me permettant d'enregistrer ce qui me plaisait sur mon magnétophone à bande. Un soir, Jean-Bernard Hébet annonça qu'il avait obtenu en exclusivité exclusivement pour lui, un premier pressage du prochain album des Rolling Stones. Vous imaginez comme a tourné le Telefunken. Ainsi, 1 mois avant la sortie de Beggar's Banquet, j'ai écouté des centaines de fois Sympathy for the Devil, Salt of the Earth et les 8 autres morceaux du disque. Je connaissais déjà par cœur et sifflais sans fausse note tous les chorus de guitare. Mes copains de classe ou d'autres classes défilaient chez moi pour entendre la perle. Michel, Tan, Claude, Didier, Quan, vous vous en souvenez ? Je comprenais alors très mal l'anglais, et ce que je saisissais des textes pouvait être très éloigné de leur signification véritable, mais cela ne nous empêchait pas de commenter avec assurance et enthousiasme les messages que nous y percevions. Même si les 2 albums suivants de Mick Jagger et ses acolytes sont plus aboutis et plus riches, c'est celui-ci qu'aujourd'hui encore j'écoute avec le plus d'émotion, celui qui, au fond, reste mon préféré. En tout cas, la cause était définitivement entendue. Je serais un rebelle, un râleur, un rocker. Il ne me restait plus qu'à apprendre à jouer de la musique. Mais c'était un détail.